Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Nouvelle formule à la carte de la matinale que vous retrouverez désormais chaque jour de 9h07 à 9h40 avec l'équipe de Ligne Droite et un partenaire quotidien avec un thème majeur décliné sous plusieurs angles aujourd'hui. Comme chaque lundi, nous recevons notre partenaire du lundi, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta et grand reporter. Merci beaucoup d'être avec nous, Régis Le Sommier. Merci Maud. Et c'est vous qui allez introduire cette émission avec un édito sur le sujet de votre choix. Alors oui, bonjour à tous. Sujet de mon choix, j'ai choisi de revenir aujourd'hui sur l'offensive de course qui est toujours en cours en Ukraine. Donc le 6 août dernier, les troupes ukrainiennes sont entrées en Russie. Alors, tout le monde a été extrêmement surpris. Dans l'oblast de Koursk, on a assisté, comme à chaque fois que les Ukrainiens font un mouvement, un concert d'applaudissements de la part des experts, des hommes politiques en disant « ça y est, l'Ukraine prend l'initiative, renoue avec la guerre de mouvement pour surprendre son adversaire qui, lui, est engagé depuis 2 ans dans une guerre d'attrition. » Donc là, pour une fois, ça bougeait. On a appelé ça, on a dit oui, il s'agit d'une surprise stratégique. La définition de la surprise stratégique, c'est une tactique militaire qui remonte à très ancienne, qui consiste à frapper l'adversaire là et quand il ne s'y attend le moins. Alors le symbole était parlant aussi. Il s'agissait pour une Ukraine amputée de 20% de son territoire de porter le fer sur celui de l'adversaire. Bref, de faire goûter aux Russes ce à quoi les Ukrainiens ont goûté depuis 2 ans, le sang et les larmes. L'opération fut un succès. Les leurres ont fonctionné, les Russes n'ont pas vu les troupes se masser, dit-on. Alors aujourd'hui, on peut s'interroger légitimement sur le fait qu'ils les ont peut-être laissés rentrer. Il y a peut-être eu de la part des Russes dans cette zone qui est vide d'êtres humains également. C'est pas la ville de Koursk qui a été conquise, c'est un village qui s'appelait Soudja, avec une cinquantaine d'autres villages autour, dont la population, avant la guerre, ne dépassait pas les 5000 habitants. Donc un vieux dicton russe qui dit en effet qu'il n'est pas facile de rentrer en Russie, mais qu'il est difficile d'en ressortir vivant. On n'en est pas là encore, les Ukrainiens se cramponnent au territoire, ils ont continué à mener des attaques, ils essayent d'élargir cette part de territoire russe qu'ils ont réussi à conquérir. On est entre 1000 et 2000 km². Il faut expliquer quand même que la Russie, pour mettre les proportions, c'est 17,5 millions de km². Donc c'est une toute petite portion. Mais ce qu'il faut constater, et c'est là où le constat est cruel, c'est que les Ukrainiens n'avancent plus dans ce saillant de Soudja, justement, alors que les Russes avancent désormais de parfois plus de 10 km par jour dans le Donbass. La situation donc bloquée côté sud de Koursk, et par contre on va dire sur plusieurs points de la ligne de front, mais en particulier sur le front de Pokrovsk, et bien dans le Donbass, les Russes avancent. Alors qu'est-ce que ça me fait penser à quoi? Historiquement, moi ça me rappelle tout à fait la bataille des Ardennes en décembre 1944. Les Allemands lançaient leur contre-offensive dans les Ardennes. À l'époque, ils avaient repris à peu près 1300 km². Donc on est dans la même. Il s'agissait aussi d'un saillant, ce que les Américains appellent la Battle of the Bulge, la bataille du saillant. Mais qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a affaibli le reste du front allemand, rendant plus facile la pénétration des armées américaines en Allemagne notamment. Alors, fallait-il justement, c'est la vraie question, user de bonnes troupes en dégarnissant le front du Donbass pour une expédition en Russie qui semble sans lendemain? On est sur quelque chose de plus politique que militaire. On sent effectivement la patte de Zelensky derrière. Alors, c'est la vraie question, est-ce que cette offensive de course va forcer les Russes à la négociation? La partie de l'oblast qui a été conquise pourra-t-elle servir de monnaie d'échange en cas de négociation? Les Russes ont déjà répondu que non, par la voix de Sergueï Lavrov ce week-end. De son côté, Poutine, en juin, s'était déclaré ouvert au principe d'une négociation. Il a refermé la porte en disant qu'il n'y avait plus de négociation possible. Donc les Russes avancent dans le Donbass. Ils n'ont pas dégarni de troupes ailleurs pour contrer l'offensive de course, comme l'avaient imaginé les stratèges ukrainiens et leurs alliés occidentaux. Aujourd'hui, les mêmes experts enthousiastes que j'évoquais tout à l'heure se taisent. Merci Régis Le Sommier. L'addition.
Est-ce que, pour rebondir sur votre édito, est-ce que cet épisode peut avoir malgré tout un impact sur le cours de ce conflit ? Et d'ailleurs, s'il fallait faire une espèce de point global sur l'évolution du conflit, on dirait quoi ? On dirait que malheureusement, ça a usé beaucoup de troupes. Je le lisais dans le journal Forbes ce matin, que à peu près la moitié des véhicules Bradley utilisés, c'est-à-dire des véhicules américains de transport de troupes ultra sophistiqués, utilisés dans le cadre de cette offensive, avaient été détruits. Ouais. Une partie du matériel aussi flambant neuf, des chars engagés dans cette opération ont aussi été détruites. Donc le vrai problème, il est là, c'est pourquoi mobiliser ces troupes, pourquoi mobiliser et utiliser ce matériel, si ce n'est ni plus ni moins que pour faire un coup politique. Symboliquement, que l'Ukraine entre en Russie, c'est effectivement un impact. Maintenant, la surprise passée, les renforts arrivés, on se rend compte que la situation est bloquée. En revanche, elle est extrêmement critique parce que des bonnes troupes qui existaient et qui ont été puisées dans le Donbass ont été utilisées pour cette offensive. Donc le vrai problème, il est là. C'est de se dire peut-être que l'Ukraine a joué un coup de poker, mais peut-être que là, on assiste véritablement à chacun abat ses cartes et on voit ce qu'il y a. Et malheureusement, l'Ukraine n'a pas de réserve. Elle n'a pas de réserve d'hommes. Et elle souffre énormément sur ce même front de l'Est, sur ce front du Donbass. Militairement, c'est un échec. Enfin, en tout cas, alors, ce n'est pas un échec encore. Il y a un maintien. Il y a des tentatives d'infiltration aussi dans l'oblast de Belgorod, qui est juste à côté, qui pour le moment ont été contenues par les Russes. On ne sait pas, mais on ne peut pas imaginer que... on ne voit pas vraiment aujourd'hui où les choses... si les Ukrainiens avaient continué à avancer, s'ils avaient été capables d'ouvrir d'autres fronts, par exemple dans le sud, du côté de Kherson ou de Zaporizhzhia, et de pénétrer, de prendre du territoire russe, là on aurait dit il y a une fragilité manifeste. En réalité, ce qu'espéraient les Ukrainiens, c'était mobiliser des troupes russes du Donbass, soulager leur front dans le Donbass. Ça n'a pas été le cas. Les Russes ont maintenu la pression et aujourd'hui ils sont en passe d'arriver dans les faubourgs de Pokrovsk, qui est une grosse ville, et de reprendre un certain nombre de lignes et d'axes stratégiques dans ce même Donbass qui va vraiment fragiliser les Ukrainiens. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand je parle de Pokrovsk, je peux évoquer aussi la situation à Vuhledar, à Toretsk et sur toute la ligne de front. Si vous voulez, les Russes sont à deux doigts de s'attaquer aux derniers bastions, aux dernières forteresses ukrainiennes du Donbass. Géographiquement, c'est encore compliqué, ça va prendre plusieurs mois d'assaut, mais si Kramatorsk, Sloviansk et Pokrovsk sont prises par exemple, ce qu'il faut imaginer, c'est que géographiquement, après, il n'y a plus de ligne de défense possible, parce que jusqu'au Dniepr, c'est de la plaine, c'est du champ de blé, et il ne sera plus possible pour les Ukrainiens d'installer des lignes de défense, donc ça veut dire potentiellement un territoire conséquent qui serait perdu, près d'un tiers. Là, aujourd'hui, on est à 20% du territoire. Si les Russes avancent jusqu'au Dniepr, ils prendront un tiers à peu près. Ouais, c'est énorme. Liselotte Dutreuil. Oui, vous disiez que chacun des protagonistes allait devoir probablement abattre ses cartes. À l'international aussi, ça va probablement forcer les pays soutiens de part et d'autre à jouer leur dernier coup. Est-ce que les États-Unis pourraient jouer un rôle clé, sachant que justement, ils s'opposaient à aider l'Ukraine si jamais cette aide devait servir à attaquer. Jusqu'à présent, ça devait seulement être dans un but défensif. Chose que n'a pas respecté l'Ukraine en l'occurrence. Oui, l'Ukraine a surpris aussi Washington, elle a surpris Moscou par cette incursion, elle a surpris aussi Washington. Alors, surpris, après, il y a aussi dans cette guerre où tout est, comme dans toute guerre, dissimulation, et on joue les effets, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en réalité. Il est clair que l'OTAN a apporté pour cette offensive, en termes de renseignements et on va dire de surveillance des airs, a apporté une aide à l'Ukraine manifeste. Sans l'OTAN, l'Ukraine ne pouvait pas pénétrer sans aviation justement ce territoire russe. Donc là, il y a un peu un jeu de dupes. Maintenant, sur pourquoi l'Ukraine fait ça aujourd'hui, c'est un peu pour la même raison que Benjamin Netanyahou poursuit son offensive sur Gaza, parce que aux États-Unis on est dans un processus de campagne électorale et que c'est un moment de fragilité pour la prise de décision aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être mis
en porte-à-faux par rapport à ce qu'on a déjà fait ou par rapport à pour ce qui est de l'administration Biden. Et puis donc il y a une compétition qui se joue aux États-Unis qui quelque part rend plus difficile pour les Américains d'imposer des choix dans les conflits dans lesquels ils sont impliqués, c'est-à-dire Gaza et l'Ukraine. Donc moi je pense que chacun essaie de jouer sa partition, d'avancer ses pions en espérant que la prochaine administration, en essayant de deviner ce que la prochaine administration fera. On sait déjà que pour les Ukrainiens, si c'est Donald Trump qui passe, il est clair qu'on devra arriver assez rapidement à un processus de négociation. Si c'est Kamala Harris, la guerre en Ukraine risque de continuer. Et puis pour Gaza, c'est aussi pas mal. Il y a pas mal d'interrogations aussi de ce côté-là. Louis Rigolière. On a vu ce week-end Volodymyr Zelensky limoger son commandant de l'armée de l'air. Pour quelle raison spécifiquement ? Je pense que c'est le fiasco du premier F-16 abattu par un système de missiles patriotes qui a... c'est-à-dire que là aussi, on a menti, on a expliqué qu'il avait été abattu. Et puis finalement, la vérité a éclaté. Et c'est un camouflet parce que les F-16 est une demande spécifique de Zelensky depuis des mois. Ils sont enfin arrivés sur le théâtre des opérations. Là, encore une fois, on sait que même si les F-16 arrivent, ça ne sera pas ce qu'on appelle en art militaire un game changer, c'est-à-dire quelque chose qui pourra... c'est quelque chose qui embêtera les Russes, mais qui ne va pas inverser le déroulé des opérations sur les divers fronts. Donc ce fiasco d'un système de défense américain patriote qui abat un avion de fabrication américaine, évidemment, c'était quelque chose d'assez difficile à gérer. Et donc le président Zelensky a préféré limoger son chef d'état-major de l'armée de l'air. Ce qui en dit long aussi sur ce qui se passe en Ukraine. On est dans une situation où, vous savez, déjà le chef d'état-major historique de l'Ukraine, Valéry Zaloujny, avait été limogé. Il est aujourd'hui ambassadeur en Angleterre. Et là, c'est Alexander Syrski qui est aux commandes. Mais là aussi, du succès de l'opération de course dépend probablement la poursuite de Syrski à la tête de l'armée ukrainienne. Donc il y a des choses qui sont en train de se jouer. On sent une fébrilité énorme à mesure que justement les mauvaises nouvelles s'accumulent. Et il y a une véritable opposition au sein du gouvernement ukrainien entre un certain nombre de personnes qui reprochent beaucoup de choses à Zelensky et qui reprochent justement une utilisation politique de l'armée et un manque d'efficacité au final. Pardon, le Rigolière, vous voulez réagir ? Non, c'est bon. Régis Le Sommier, vous avez évoqué justement cette notion de game changer en stratégie militaire. Alors, vous n'êtes pas stratège, mais vous avez une bonne vision quand même de ce qui a pu se faire par le passé et de ce qui a pu manquer aussi à l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait pu justement avoir un game changer et qu'il aurait pu y avoir un scénario dans lequel l'Ukraine aurait pu sortir vainqueur ? Moi, je l'ai dit depuis le début. Alors, le problème, c'est que quand on le disait à une époque, on était systématiquement accusé d'être pro-russe ou d'être défaitiste ou munichois, etc. Je pense que l'Ukraine, à aucun moment de cette guerre, n'a été en mesure de l'emporter. Voilà, ce n'était pas envisageable. On a voulu diminuer pour des raisons de propagande les Russes, les rendre ridicules, les rendre incompétents. Ils ont eu des défauts, ils ont fait des énormes bourdes pendant cette guerre. Leur première attaque avec 3 commandements différents au nord, à l'est et au sud a été ce qu'on peut considérer comme un fiasco. L'épopée autour de Kiev a été très très mal menée. Mais assez rapidement, ce qu'on a constaté, et là on n'a pas été capable de l'admettre, parce que vous savez, dans ce type de guerre, il faut toujours diminuer l'adversaire, il faut toujours le rendre ou ridicule, ou incompétent, etc. Mais c'est que les Russes ont une capacité assez phénoménale à apprendre de leurs erreurs et à les corriger instantanément. Et on l'a vu au cours de cette guerre, justement, comment ils se sont mis en position défensive après avoir connu des revers à l'est de Kharkov et à Kherson. Ils se sont d'ailleurs retirés de Kherson
en considérant que c'était une ville qu'ils ne pouvaient pas défendre. Et en revanche, ils ont bâti une ligne qu'on a appelée la ligne Surovikin, en reprenant des principes justement des lignes de défense de Koursk en 1943, sur lesquelles les forces allemandes s'étaient brisées. Donc il y a un art militaire chez les Russes qui a été mis à l'œuvre, qu'ils ont redécouvert progressivement, qu'ils ont remis en application. Ils ont beaucoup appris, ils se sont fortifiés, alors que les Ukrainiens n'ont pas été en mesure à chaque fois d'exploiter des potentialités. Voilà, mais en avait-il les moyens? Et c'est là le problème, c'est que quand on est dans une guerre comme ça, avec une telle propagande, on voit toujours, on met toujours en avant des choses, on essaie toujours de voir les points positifs et on évite de passer trop de temps sur les points négatifs et de les corriger. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Pour moi, je le répète, l'Ukraine n'a jamais été en mesure de repousser l'invasion russe. Cette guerre, il aurait fallu tout faire pour l'éviter. On s'aperçoit aujourd'hui que oui, Vladimir Poutine a déclenché la guerre. Oui, le 14 février 2022, il est entré, il a donné l'ordre d'envahir l'Ukraine, son voisin. C'est lui qui a la responsabilité, mais il n'a pas toute la responsabilité. Et je ne vais pas revenir sur les détails parce qu'il me faudrait 1 heure pour en parler. Mais c'est clair qu'il n'a pas été le seul protagoniste dans cette guerre. On va passer au second sujet, mais d'abord une question. Une question qui ne concerne pas le conflit, mais qui vient de l'un des protagonistes de ce conflit. La France, qui a dit « La France deviendra en moins de 20 ans la colonie de ses anciennes colonies ». C'est un protagoniste du conflit, évidemment, russo-ukrainien. Je sais pas, c'est peut-être Medvedev. Non. Non, ça me dit quelque chose cette citation. Ouais. Mais, Moi aussi. Moi, je l'ai entendu aussi. Mais tout le monde l'a entendu, cette citation. Ouais. C'est Vladimir Poutine. En 95 qui a dit ça. 95. Ouais. Bon, ça date un petit peu. On passe au second conflit. On va parler du conflit israélo-palestinien. Et ce week-end, les corps de 6 otages ont été retrouvés à Rafah. Ils font partie des 251 personnes enlevées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre dernier. Aucun traumatisme physique n'aurait été découvert sur leur corps. Les résultats des autopsies parlent d'une balle mortelle dans la tête. Ils ont qui a été assassinés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement réagi en promettant, je le cite, de régler son compte au Hamas. Concrètement, Régis Le Sommier, qu'est-ce qui va se passer? C'est un jeton en plus dans ce conflit? Émotionnellement, évidemment, de constater que des otages ont été éliminés, exécutés froidement par le Hamas, sans doute pour des questions d'un groupe, des personnes qui étaient chargées sans doute de les surveiller, qui ont été débordés par un assaut israélien, ou en tout cas il y a eu donc ils ont préféré les éliminer et plutôt que de les amener avec eux. Je ne connais pas exactement les circonstances, mais on peut les imaginer telles quelles. Oui, émotionnellement c'est quelque chose de très fort. Ça remet en cause la vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'il sera possible de récupérer un jour, ou en tout cas de revoir vivants les quelques 100 otages qui sont encore aux mains du Hamas, parce que c'est une situation unique, jamais vécue dans l'histoire, qu'un conflit a lieu à l'endroit même où se trouvent des otages. Donc le terme de bouclier humain n'a jamais été aussi bien porté que par ces otages, dont finalement le devenir semble passer parfois pour les uns et pour les autres au second plan. Quand il s'agit de l'offensive militaire menée par Tsahal, on sent bien qu'il y a une volonté forte de libérer ces otages, mais que la libération de ces otages ne peut pas se faire si la guerre redouble d'intensité. Or, c'est ce qui est en train de se passer, et du côté du Hamas, il y a une croyance que tant qu'il conserve ces otages, la survie du Hamas est garantie, ou en tout cas Israël est obligé ça vient empoisonner la conduite d'une opération militaire. Donc c'est un élément important, mais un élément sur lequel, à mon sens, il y a peu d'espoir. Les uns et les autres étant considérés, Israël veut terminer l'opération militaire à Gaza et le Hamas veut survivre à cette même opération. C'est deux choses qui sont totalement antagonistes, mais on en est là, et c'est pour ça que toute négociation sur un cessez-le-feu ou sur une potentielle libération d'otages bloque aujourd'hui, parce qu'on est arrivé au bout
au bout de la logique des deux camps. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, 97 otages sont toujours retenus à Gaza. On n'a aucun moyen de savoir s'ils sont vivants en vérité. Je crois que non. Je crois que malheureusement, un certain nombre ont été déclarés morts. Enfin, que les Israéliens eux-mêmes considèrent qu'un certain nombre ont été tués, soit à cause de l'intensité des combats et des bombardements. Donc, ils ont été pris dans ces mêmes bombardements. Combien sont vivants exactement, on ne sait pas. C'est évidemment à l'intérêt du Hamas de laisser le flou et de ne pas donner une comptabilité. Ce qu'on peut espérer pour eux, c'est qu'il y a déjà eu, moi, il faut le rappeler, je le rappelle régulièrement, j'ai l'impression que c'est un peu passé à l'as. En novembre dernier, il y a quand même eu une libération d'une cinquantaine d'otages contre des prisonniers palestiniens. Cette opération, elle avait fonctionné. Il faut souhaiter que, à un moment dans ce conflit, on arrive à ce qu'il y ait à nouveau les conditions. L'assassinat à Téhéran d'Ismaël Haniyeh n'a pas arrangé les choses, puisqu'il s'agissait d'un des négociateurs vivant à Doha, au Qatar, là où une grosse partie des négociations ont lieu. Donc là, la nomination de Yahya Sinwar à la place d'Ismaël Haniyeh comme chef politique du Hamas n'est pas non plus une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que voilà, le cerveau du 7 octobre, celui qui a porté le fer au sein même de l'État hébreu, est aujourd'hui à la tête du Hamas. Non pas que il avait moins de pouvoir avant, hein, il avait autant de pouvoir, Sinwar. Mais là, voilà, il a la direction politique aussi du mouvement. C'est pas un bon signe non plus. Voilà. Ouais. Lise Le Dutreuil. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des Israéliens qui pointent du doigt Benjamin Netanyahou en expliquant que quelqu'un d'autre à sa place aurait mieux fait? Est-ce que la situation est réellement inextricable, ou bien est-ce qu'effectivement il y aurait de la mauvaise volonté? On sait que beaucoup justement appellent à un accord. Est-ce qu'aujourd'hui cet accord, déjà, est-ce qu'il ne devrait pas venir en premier lieu justement de Benjamin Netanyahou? Benjamin Netanyahou n'est pas évidemment un élément qui peut accélérer ou faciliter cet accord. Il existe au sein du cabinet de guerre israélien des dissensions assez importantes entre Benjamin Netanyahou et ses principaux collaborateurs, y compris Yoav Gallant, d'ailleurs, le ministre de la Défense israélienne. Il y a eu la semaine dernière une séance très houleuse qui s'est déroulée sur ces questions, justement, sur la question de la poursuite des opérations, la question de la libération des otages, la question de la pression aussi sur la société israélienne, parce que c'est une guerre qui coûte économiquement à Israël, qui a mis en arrêt beaucoup d'activités dans le pays. L'aéroport Ben Gourion a été encore ce matin fermé. Donc tout ça pour les activités économiques, pour la santé économique du pays, pour le moral du pays non plus, n'est pas une chose, n'est pas très bon. Cette poursuite de cette guerre n'est pas très bonne. Et puis il y a toujours ce risque d'embrasement avec, justement, j'évoquais la question d'Haniyeh, j'évoquais aussi l'élimination de Fouad Choukar. Je pourrais évoquer l'élimination de Fouad Choukar, l'un des militants historiques du Hezbollah, pour lesquels le Hezbollah a répondu avec toujours, on va dire, une certaine retenue de part et d'autre pour ce qui est du front nord d'Israël, mais avec ce risque qu'il y ait une guerre généralisée qui n'est pas du tout à l'intérêt d'Israël, qui n'est pas du tout à l'intérêt du Hezbollah, ni des Iraniens non plus d'ailleurs, mais Israël aurait à ce moment-là plusieurs fronts à gérer, ce qui rendrait la situation encore plus compliquée, avec aussi des signes que les Américains, même s'ils continuent à livrer des armes, sont dans une situation où, par exemple, si c'est Kamala Harris qui est élue, Kamala Harris est nettement plus pro-palestinienne, on va le dire, que Joe Biden. Donc la question de la continuation des livraisons d'armes de la part des Américains à Israël est vraiment posée, et on sait que Joe Biden a essayé de faire pression pour des raisons justement de livraison de l'aide humanitaire, de plein de composantes sur Benjamin Netanyahou, mais qu'à chaque fois, ça a été très compliqué. Donc en effet, le maintien de Benjamin Netanyahou à la tête de l'État hébreu est quelque chose qui fait que la guerre continue. Il y a aussi sa situation personnelle, puisqu'on connaît ses ennuis judiciaires, le fait que
quand il y a une guerre comme ça, bien le leader est conforté jusqu'à la fin de la guerre, mais que à la fin de la guerre, évidemment, il y aura à nouveau des jugements. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question si c'est pas son intérêt justement de continuer cette guerre comme symétriquement, même s'il n'y a aucune équivalence, du côté du Hamas, c'est l'intérêt de continuer la guerre, c'est que le Hamas, quelque part, est un mouvement terroriste, on va le dire, mais aussi un mouvement qui vit dans la guerre. C'est de ça qu'il se nourrit, c'est de la victimisation, c'est de la constatation des effets collatéraux, de l'utilisation du désastre humanitaire terrible que connaît Gaza aujourd'hui, que le Hamas pourra reconstituer sa nouvelle génération de militants. Voilà, on n'en a pas fini. Et d'imaginer de la part d'Israël qu'on peut éradiquer le Hamas, comme l'a promis Netanyahou au soir du 7 octobre, c'est un peu illusoire. On n'éradique pas une idéologie. Et en tout cas, le Hamas aujourd'hui, muselé, il n'y a pas d'autre possibilité que de continuer avec le Hamas. Donc c'est impossible comme situation. Et c'est une situation malheureusement qui risque de perdurer. On passe à la deuxième question. Justement, dans l'actualité, vous parliez de Benjamin Netanyahou qui désire éradiquer le Hamas. Qui a dit cette semaine « Tout le monde sera très heureux si Israël termine le travail à Gaza » en France? Tout le monde est très heureux. C'est un politique? C'est d'une certaine manière plutôt un représentant religieux. C'est le grand rabbin de France, Raïm Corsia, oui. Oui, absolument. Oui. Et Émeric Caron et d'autres personnalités ont déposé plainte contre lui pour apologie de crimes de guerre. On passe au troisième sujet, au Pakistan cette fois. Une triste actualité nous vient sur les mariages forcés des fillettes à cause du dérèglement climatique. Oui, j'ai lu ça dans le Monde. Malheureusement, j'ai un peu survolé cette actualité-là. Je sais que ça m'a fait réagir parce que comment peut-on... je me suis dit, je me suis promis d'aller lire l'article. Oui, parce que là, le titre est quand même... alors vous allez me dire sans doute... en fait, de plus en plus de familles auraient perdu leur terre à la suite de moussons hors normes, contraignant leurs fillettes, souvent très jeunes, à se marier pour obtenir une dot et d'être donc à même de nourrir le reste de la famille. En fait, c'est ça, le fond de l'article. C'est possible, c'est... Et une ancienne candidate à l'élection européenne, Marie Toussaint, elle se défend, elle défend cette thèse. Elle explique sur son compte: le dérèglement climatique fait augmenter toutes les violences interpersonnelles, guerres, déplacements de population et aussi l'un des ressorts de l'extrémisme. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les instances internationales comme le PNUD, pas moins, etc., etc. Donc elle fait un long fil dessus. Bon, après, à voir si vraiment elle a raison là-dessus. Il y a eu des exemples. Un exemple, quand on parle de la guerre en Syrie, par exemple, les sécheresses consécutives des milieux des années 2000 ont fait fuir toute une population rurale de la Syrie qui s'est massée dans les banlieues des grandes villes, et ça a été une des raisons, en tout cas c'est dans ces populations-là qu'est née l'insurrection, qu'est née la montée du djihadisme, etc. Et une partie de la guerre civile syrienne a commencé justement à cause de ces dérèglements climatiques qui sont liés en effet aux questions de dérèglement climatique, mais aussi aux questions hydrographiques et au fait que la Turquie bloque le passage de l'eau, notamment dans l'Euphrate. Donc il y a une question véritablement de l'accès à l'eau dans ces pays-là qui peut provoquer des conséquences politiques et humanitaires. Au-delà des raisons climatiques, parce que ça c'est ce qu'invoque, c'est ce dont parle en tout cas Le Monde, c'est ce dont on parlait beaucoup de médias de gauche essentiellement, pour ne pas parler de l'autre sujet quand même qui est culturel, des petites filles qui se marient avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Ça se passe dans plein de pays. C'est quelque chose. C'est le contraire. Comment ? Je dis en France, c'est le contraire. En France, c'est le contraire. N'allons pas sur ce terrain-là. Vous, c'est quelque chose que vous avez dû même voir au cours de vos reportages. Je connais bien la question en Afghanistan, malheureusement. C'est une réalité terrible et qui est... En fait, ce qui est surtout terrible, c'est que dans ces pays-là, en dehors de quelques personnes éclairées, mais on ne peut pas dire qu'elles aient voix au chapitre pour ce qui est de l'Afghanistan aujourd'hui, assez peu de personnes contestent ces réalités, assez peu de personnes contestent l'effacement total de la femme en Afghanistan. J'ai entendu dire que les talibans venaient de
promulgué un décret comme quoi les femmes ne pouvaient pas chanter. Voilà, donc avant c'était les salons de beauté, vous savez, les salons de beauté, il y en avait beaucoup à Kaboul. Ouais. Les femmes pouvaient, une fois qu'elles franchissaient la porte de ces salons de beauté, elles étaient un peu entre elles, l'homme n'était pas là, et donc il y avait une sorte d'espace de liberté. Bon, ils ont été fermés, maintenant on leur empêche de chanter. Pour ce qui est du traitement des petites filles, dès qu'elles ont atteint la puberté, évidemment, pour eux, automatiquement, ça devient des femmes, et donc elles sont voilées à ce moment-là, alors qu'elles ne le sont pas avant, notamment dans les campagnes. Je me souviens de voir des petites filles dans des zones très reculées, dans l'Helmande par exemple, vers 5-6 ans, qui se mettent du maquillage, c'est assez incroyable. Ouais. Et c'est triste de se dire, elles se mettent du maquillage parce que, voilà, une fois qu'elles auront atteint la puberté, c'est fini. Voilà. Mais écoutez, on pourra en reparler lors d'une autre édition. Merci beaucoup Régis Le Sommier d'être avec nous chaque lundi. Merci Liselotte Dutreuil, merci le Brigodier, merci Franck.